Du seuil de l'atelier, un renversement. C'est le titre de mon... Vous me dites si je parle pas assez fort. À l'heure où je vous parle, deux temps, et sans doute deux subjectivités légèrement discordantes, sont entremêlées. Le temps de l'écriture et le temps de la parole. Au moment de trouver ces mots que je lis devant vous aujourd'hui, il y a une tentative d'imaginer un décor. Peut-être une salle de classe, plusieurs tables, des fenêtres, des visages, vos visages comme des fenêtres vers un ailleurs secret, vos visages pour la plupart inconnus. Je peux le prévoir, leurs expressions mouvantes, le bruit des chaises qu'on déplace en s'y installant, une porte s'ouvrant, se refermant, un éclairage cru ou tamisé au contraire. L'exercice d'imaginer ce décor est vain puisque rien n'arrive ni comme on l'espère, ni comme on le craint, pour emprunter une phrase de Proust. Pourtant, à l'heure de vous écrire, sous le ciel blanc parisien, une blancheur opaque mais sans neige, typique de l'hiver de ma ville d'adoption, il y a une tentative d'imaginer à quoi correspondra ce moment, à quoi il correspond maintenant, alors que je vous parle. Il est possible de me figurer l'université de ma terre natale, terre où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. En même temps, je suppose que je ne peux plus tout à fait me référer à cette version de l'université. D'abord, elle appartient au passé, donc elle est obsolète. Ensuite, assise devant vous, je l'imagine au moment d'écrire, je le constate aujourd'hui, la perspective est inversée. Je ne suis pas du côté des visages et des yeux qui écoutent, je suis du côté de la parole. Parmi toutes sortes de réflexions, une question s'impose sous mon ciel blanc parisien. Qu'attend-on au juste d'une conférence d'écrivains? Sans bien connaître la réponse, je sais que je dois construire un temps passé de l'écriture qui, mis en voix, deviendra sous vos yeux un temps présent de la parole. Pour entamer cette construction, je pense à ce qui nous relie. Le plaisir de lire, sûrement, celui d'écrire, peut-être, le plaisir des divagations. Au milieu de l'espace de nos attentes, je devine aussi qu'une forme de désir est là. Je trouve refuge dans l'idée qu'un désir de mots et d'images, de petits vertiges créés à travers eux, en ce moment précis, nous lie. Nous ne savons pas avec exactitude ce que nous sommes venus chercher ici, dans cet horizon qui nous est commun pour un instant, mais une oreille est tendue, et si j'ai accepté d'être là, c'est qu'il existe une envie de lui chuchoter quelque chose. Ces deux mouvements élémentaires, invisibles mais présents dans l'air, se rencontrent et forment notre lieu commun. Le même croisement s'opère sans doute dans l'écriture intime, vouée à devenir roman ou poésie ou essai. Mais aujourd'hui, mon écriture en train de se faire expose ses coulisses. Par la parole et notre présence physique, la mienne, la vôtre, j'entr'ouvre la porte de mon atelier. Avant d'aller plus loin, je m'attarde sur une autre présence, celle du mot « atelier » dans cette introduction. Elle n'est pas anodine, c'est un mot qui fait lien. L'atelier désigne un espace familier de mes 20 premières années, l'atelier de mon père, derrière la maison à Saint-Ours, sur le chemin des Patriotes, où j'ai discuté avec lui en rentrant de l'école tous les jours de mon enfance, où j'ai travaillé avec lui tous les étés de mon adolescence, les mains sales, dans un sarrau bleu trop grand pour moi. Le mot me rappelle un métier appelé à disparaître, le travail de l'artisan de la débrouille, devant des problèmes imprévisibles, toujours nouveaux. Il me rappelle toutes sortes de machines, une couleur et des odeurs particulières, le son de la radio, toujours la première chaîne de Radio-Canada. Il me rappelle un curieux petit théâtre, en désordre, où des gens venus de près ou de loin défilent du matin au soir, la cigarette au bec, timides ou effrontés, banlieusards parfumés ou ouvriers agricoles, le plus souvent des hommes. Parfois on siffle et on chante en travaillant. Je balaye le plancher, je gratte la rouille avec une brosse d'acier, j'apprends la soudure à l'étain, j'apprends toutes sortes de gestes et de techniques. Une autre tâche m'est assignée, le mot tâche est un mot un peu trop fort peut-être, quand une pièce de musique nous plaît à la radio, ou le discours d'une personne, un poète, un historien, un médecin. À la demande de mon père, j'interromps ce que je suis en train de faire, j'essuie mes mains et je cours
appuyé sur la touche Record du système de son dans le bureau de l'autre côté de l'escalier. À force de faire ce geste, enregistré, pour sauver de la fuite du temps des bouts de musique et autres moments de grâce, au milieu des centaines de tiroirs de petites pièces de moteurs électriques que je classe par numéro, on trouve plusieurs tiroirs remplis de cassettes audio qu'on souhaite réécouter. Brièvement, annotés au stylo, 3 mots pour résumer, des astérisques et des points d'exclamation. Quand il n'y a rien d'intéressant à la radio, j'essuie mes mains et je choisis une cassette. Se mélange un monologue de Bourvil, des chants corses ou inuits, du Brassens, du Rossini chanté par Bartoli, au milieu de l'inventaire de roulements à billes, de Bering et de Washer, de toutes les tailles. Quand une machine trop chère lui manque, mon père la fabrique et il m'implique dans le processus. Étudier le fonctionnement de cette machine, trouver les matériaux, les assembler. Mon père artisan est son propre patron, esclave d'un éternel surplus de travail, mais quand même maître de son temps, perfectionniste dans un minuscule royaume en désordre, fermé le soir très tard par un petit cadenas en laiton de marque Abus. Ainsi, au moment de l'écrire sous mon ciel parisien, le mot atelier fait signe vers un lieu familier où on se sent libre d'inventer, de patenter et de siffler, malgré l'éternelle course contre la fuite du temps. J'évoque ce lieu non pas par nostalgie ou pour magnifier le passé, mais parce que j'y vois un lien entre mes origines et cette conférence, entre des origines et la fabrique de l'écriture. L'atelier tel que je le connais est un seuil entre ce qui est dissimulé à la vue, comme un travail secret, et ce qui est ouvert aux passants. Je sais que je prononce cette conférence depuis un seuil. Je sais qu'elle est un moment d'une pensée ondoyante, un moment fixé autrement que sur le papier, fixé en paroles et dans la réception de ces paroles, par le liant du désir. Mais soyons pragmatiques. Par exemple, on se dit en allant assister à une conférence qu'on apprendra bien quelque chose. Admettons que l'université inspire un sérieux du langage. On s'attend à ce qu'elle nous présente des spécialistes. Se pose alors la question de la légitimité et de l'autorité de la parole. Celui qui écrit des histoires, est-il spécialiste de quelque chose? Est-il maître d'un territoire particulier, maître de la langue, d'un imaginaire, détenteur d'une vérité? Il me semble qu'il est à peine maître de son atelier, et de surcroît, par moments seulement. Pourtant, seul responsable de ce qu'il écrit, le plus souvent, il a le sentiment que le cours des choses, ces choses mêmes qu'il se plaît à manipuler, lui échappe. Autrement dit, peut-être l'avez-vous déjà expérimenté, il semble y avoir un perpétuel décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on veut dire, entre ce qui s'écrit et ce qu'on voudrait écrire. On se revoit enfant, on a en tête l'objet ou l'animal qu'on veut dessiner, dans la tête il est comme ceci, comme cela, sur le papier, immanquablement, autre chose apparaît. Le langage même se déploie par le fait de ce décalage, comme à l'intérieur d'une faille, d'un interstice. Peut-être que le langage est justement la tentative de combler cette faille. Suis-je bien certaine de vous dire en ce moment ce que je veux vous dire? Cette réflexion s'inspire en partie et très librement d'une lecture récente. Dans un article intitulé « Claim et voix », publié dans un numéro de la revue Modernité intitulé « En quel nom parler ?», Sandra Laugier se penche sur la question de la voix dans la philosophie du langage ordinaire, en présentant la pensée du philosophe américain Stanley Cavell. Son livre « Must We Mean What We Say », traduit en français par « Dire et vouloir dire », analyse le rapport du locuteur individuel à la communauté du langage. Évoquant Cavell dans un contexte plus philosophique que littéraire, on l'aura compris, Sandra Laugier parle de la fausseté ou de l'inadéquation désespérante de notre ton, de l'adéquation ou de l'inadéquation de nos expressions à nous-mêmes. Contre ces adéquations ou inadéquations, Cavell propose de compliquer la notion de vérité, en philosophie du langage, par la notion de perception. Il propose de définir la vérité par la perception de ce qui est pertinent pour nous, de mesurer notre finitude et la constante possibilité d'un échec du langage entraîné par cette finitude.
Dans un parallèle entre langage ordinaire et jugement esthétique, la critique resterait une entreprise de connaissance de soi. La Convention y est présentée comme une difficulté du langage plutôt qu'une réponse au problème du langage. Et ce qui est appelé la pensée de l'ordinaire consisterait non seulement à rechercher des moyens de reconnaître et de trouver sa voix, mais aussi à trouver les moyens de dire l'inadéquation, le malaise, le désaccord. Cavell s'intéresse à l'échec du langage, à ses limites. Chez Freud et Wittgenstein, par exemple, le moi se dissimulerait dans l'affirmation et l'action et se dévoilerait dans la tentation et le souhait. La réflexion de Cavell, comment vouloir dire ce que je dis, selon l'analyse qu'en fait Sandra Laugier, mène à la reconnaissance de la finitude de la voix humaine et s'étend jusqu'à la démocratie et à la société, affirmant la nécessité d'avoir une voix dans son histoire. Ok, je reprends ma phrase. La réflexion de Cavell, comment vouloir dire ce que je dis, selon l'analyse qu'en fait Sandra Laugier, mène à la reconnaissance de la finitude de la voix humaine et s'étend jusqu'à la démocratie et à la société, affirmant la nécessité d'avoir une voix dans son histoire pour accepter de donner sa voix à cette histoire, accepter qu'elle parle en son nom. Aussi, il y aurait, selon Cavell, une nécessité de la désobéissance lorsque je ne m'entends plus dans un discours qui sonne faux. L'individu n'entendrait plus sa voix dans le faux discours démocratique actuel. À une autre échelle, puisque je ne cherche pas ici à interroger le droit de s'exprimer au nom des autres, ni à tenir un discours philosophique, le propos que je viens d'exposer m'amène plus simplement à penser, dans ce contexte, la difficulté pour l'individu d'affirmer sa singularité, son adéquation ou inadéquation à lui-même, pour mieux affirmer son adéquation ou inadéquation au monde. Tout porte à croire que le fonctionnement actuel de notre société comporte ce paradoxe. Individualiste, celle-ci nous fait entendre un discours politique qui sonne faux et qui étouffe notre voix. Elle tend à gommer les singularités individuelles et l'individu problématique, le potentiel grain de sable dans l'engrenage. L'individu problématique, disons dans sa version pacifique, m'apparaît intéressant en ce qu'il est potentiellement le grain de sable qui enraye la mécanique et bien souvent moteur à changement lorsqu'il n'est pas simplement révélateur. Et de là, on peut glisser vers la question de la littérature et de la voix. L'individu problématique n'a pas souvent voix au chapitre, sauf peut-être dans la littérature. Depuis le seuil d'où je m'exprime, le seuil de mon atelier, pour adopter un ton juste, je fais l'aveu qu'un problème se pose sous mon ciel blanc parisien. Rien de grave. Et se réactualise devant vous aujourd'hui. Une envie de renversement occupe l'espace de ce texte mis en parole. À l'inverse d'une tentative d'offrir un savoir dans un lieu dédié au savoir, à l'inverse, mais dans un même mouvement, l'envie d'apprendre pointe naturellement son nez. La même curiosité n'est-elle pas à l'origine de mon envie de vivre et de mon besoin d'écrire? Si je prétends, comme Toni Morrison, écrire pour apprendre, je voudrais découvrir aujourd'hui comment on prend la parole pour apprendre. C'est le désir que je vous expose en entr'ouvrant la porte de mon atelier et qui explique la vraie raison de ma présence ici. S'autoriser à parler. Le problème peut se poser dès l'étape des balbutiements, par exemple lorsqu'on repose sur des assises psychologiques ou sociologiques fragiles. La question est classique chez certains d'entre ceux qui écrivent, critiques, essayistes, poètes ou romanciers. Qui suis-je pour prendre le stylo, le clavier? À quoi bon augmenter le vacarme ambiant? Que puis-je prétendre ajouter à l'infini de ce qui existe à l'immensité du territoire magique de la littérature? Heureusement, ces questions insolubles sont dépassées par un immense appétit, encore là le désir, par la volonté de trouver sa voie ou d'inventer une forme, par des fascinations multiples, par le besoin d'apprendre que j'ai évoqué plus tôt, par le hasard des découvertes littéraires. Dans le cas qui me concerne, l'écriture prend aussi sa source dans un intérêt pour un curieux phénomène humain. Je dis humain parce qu'il est très, très ancien. Notre faculté à rendre vivant, par le mouvement et par l'imagination, ce qui est inanimé. C'est cet intérêt qui a ouvert la voie de l'écriture en m'apportant matière à réflexion, matière à invention.
De la même façon que le masque peut paradoxalement jouer le rôle de révélateur, j'ai appris que la fiction, monde de tous les possibles, pouvait libérer la parole et engendrer un univers. Car il ne s'agit pas surtout de raconter une histoire, mais d'inventer une atmosphère, un monde possible, tel qu'appréhendé par un ou plusieurs personnages, dont on emprunte ou invente le regard. Je prends une petite gorgée d'eau. Il faut parfois le manque pour inventer une voix. La voix d'Hermine Moss, personnage aussi central et primordial qu'absent dans l'histoire vraie à l'origine de la poupée de Kokoschka. Cette voix me manquait dans l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H. Il m'a fallu emprunter la voix d'une autre que moi, très à distance dans le temps et dans l'espace, la bohème munichoise de 1918. Il a fallu cette sorte de prétexte, en tout cas cette volonté, pour prendre la parole. L'atelier d'Hermine Moss, à qui le peintre Kokoschka commanda la fabrication d'une poupée grandeur nature qui créerait une parfaite illusion de vie, cet atelier est devenu mon atelier et Hermine ma poupée. À l'aide des lettres troublantes de Kokoschka dont la littérature a gardé plusieurs traces, pendant que j'inventais le journal de travail fictif d'Hermine, qui se demandait comment rendre vivante une poupée, pour satisfaire un peintre célèbre et déséquilibré, j'essayais d'inventer une manière de rendre vivant le personnage d'Hermine. Des lectures obligatoires sur l'histoire allemande et la révolution spartakiste, en réveillant de nouvelles curiosités, nouveaux désirs, m'ont finalement conduite à un deuxième projet d'écriture qui deviendra plus tard Forêt contraire. Là aussi, le masque de la fiction a permis de trouver une voie. C'est en mettant une certaine distance fictionnelle entre ce qui était le point de départ du livre, à savoir la volonté de faire advenir une rencontre qui n'a pas eu lieu, évoquer un homme disparu, c'est en mettant une distance fictionnelle entre le réel et mon alter ego que l'histoire a pu s'écrire. Ce procédé, bien sûr, est tout à fait courant. L'autofiction même y a recours. On change le nom d'un personnage, le nom d'une ville, pour gagner en liberté, pour mieux lâcher la bride, ou pour ne blesser personne. On prend même parfois un pseudonyme pour libérer sa voix. Notons que pendant une longue période au Japon, le nom change au cours de la vie, le nom d'une personne, l'identité d'un individu variant en fonction de son devenir, le nom comme symbole mouvant. Voilé pour libérer, comme certains veulent croire à la survivance des lucioles dans un monde de lumière crue, là encore, et c'est l'acteur Dario Fo qui l'écrivait, on dirait que le masque, cet éternel instrument de transgression, permet en réalité de dévoiler ou de faire exister ce qui n'a pas voix au chapitre officiel. On dirait que le vrai se tient dans ce qui est dissimulé, et cela nous ramène au moi tel qu'analysé par Cavell, réinterprété par Sandra Laugier, le moi qui serait dissimulé dans l'affirmation et l'action, et dévoilé dans la tentation et le souhait. Mais depuis le seuil de mon atelier, pour réunir le ciel blanc et le présent de la parole, je fais un autre aveu. Il y a quelques mois, une lecture a ébranlé cette perspective de la distance. Cette distance nécessaire à l'écriture. Le vendredi 13 novembre 2015, je réalise aujourd'hui que c'était quelques heures avant les attentats de Paris, je note dans mon carnet « Ne pas oublier le choc d'hier matin à la lecture de Dora Bruder de Modiano. Désir de sincérité et de creuser le sujet avant que le temps n'efface toute trace. Revenir sur Forêt contraire, ce serait une sorte de récit parenthèse. » Fin de la citation, de la note, de mon auto-citation. Le 13 novembre, je note ainsi l'envie d'écrire un récit différent, qui romprait avec la volonté romanesque ou l'éloignement fictionnel, le temps d'une parenthèse, et qui reviendrait sur la jeunesse de Forêt contraire et ce qui m'en reste sur le cœur. À l'heure actuelle, j'ignore si je me lancerai dans ce projet, mais je sais que j'ai pris cette note de peur d'oublier l'intensité du choc, de peur que quelque chose ne m'échappe. Depuis quelques années, les souvenirs, pour moi, se confondent avec les rêves, et parfois le réel avec la fiction. Le sentiment du temps qui fuit et de la mémoire trouée est une obsession. Par exemple, il m'arrive parfois, c'est pas des blagues, de ne plus savoir quel nom portait l'homme que j'ai croisé à Montréal il y a 13 ou 14 ans, point de départ de Forêt contraire. Était-ce Lothar Bayer ou Lucas Bauer, le nom de mon personnage? Je note le 13 novembre de ne pas oublier, mais sans prendre le temps d'expliquer. Vous avez peut-être lu Dora Bruder, d'une écriture très simple, dépouillée et translucide.
c'est pas a priori le genre de lecture que j'ai nécessairement. Modiano tente de sauver de l'oubli une adolescente disparue pendant l'occupation à Paris. Il fait le récit d'une enquête dont le point de départ est une petite annonce trouvée par le narrateur dans des archives, une annonce signée par les parents de la jeune fille au risque d'être arrêtés pour leur origine juive dans le journal Paris Soir du 31 décembre 1941. L'auteur revient sur les heures sombres de l'occupation et tente de mettre fin à l'anonymat d'une jeune femme disparue que l'on pourrait qualifier d'ordinaire, puisqu'elle n'a pas d'histoire, pour chercher un sens ou pour souligner l'absence de sens de cette violence. Et Modiano fait ainsi émerger des morceaux de sa propre vie. Pour tenter de comprendre ce qui a pu m'ébranler en Dora Bruder, au point d'avoir pleuré en le lisant, ce qui ne m'était peut-être jamais arrivé, je trouve sur Internet un entretien avec l'auteur. À la question « À quel moment avez-vous choisi de renoncer à la forme romanesque ?» il répond « J'étais à ce point hanté par Dora Bruder, la jeune femme, que j'ai écrit en 1989 un roman après avoir lu l'avis de recherche. Je ne savais encore rien de ce que j'ai retrouvé aujourd'hui. J'ai écrit ce roman, Voyage de noces, pour essayer de combler le vide que j'éprouvais quand je pensais à Dora Bruder, dont je ne savais rien. Mais le roman achevé, j'en étais au même point. Et tout cela ne pouvait finir que par un livre qui ne serait pas un roman. On demande à Modiano si cette enquête sur Dora Bruder a pu influencer les romans qu'il a écrits, et il répond « À vrai dire, je n'ai jamais eu l'impression d'écrire des romans, mais de rêver des morceaux de réalité, que j'essayais ensuite de rassembler tant bien que mal dans un livre. Avec Dora Bruder, j'ai d'abord, il dit, biaisé en écrivant un roman, mais j'ai enfin abordé le problème de front, et je me demande aujourd'hui si j'en sais plus sur elle. » Peut-être est-ce ce qui m'a secoué en lisant Dora Bruder. J'ai écrit Forêt contraire alors que j'étais hantée par la disparition de Lothar Bayer et par les discussions que nous n'avons pas eues. Mais comme il ne s'agissait pas de sauver de l'oubli une voix anonyme et disparue depuis longtemps, comme dans Dora Bruder, en raison d'une trop grande proximité, j'ai dû avoir recours à la fiction pour l'aborder. Le point de départ de Forêt contraire, interroger la possibilité d'inventer par la littérature une rencontre qui n'a pas eu lieu, ce point de départ a dû se transformer, muer en autre chose, dresser un pont entre différents temps et aspects d'une identité, interroger l'exil, interroger le pouvoir de la fiction, la possibilité de créer dans la langue, par les mots, l'espace qui me manquait. Je l'avais déjà compris et ressenti, mais en lisant Dora Bruder, j'ai mesuré encore une fois le gouffre entre le point de départ et le point d'arrivée de mon histoire. J'ai revisité l'écart entre la volonté et le résultat. J'en ai repensé les raisons. Ce piétinement pourrait-il donner naissance à un récit parenthèse dont cette conférence serait l'amorce? Je l'ignore, mais la lecture de Dora Bruder a provoqué le désir d'y revenir, sinon d'aborder le problème de front, pour utiliser la formule de Modiano, d'évoquer la difficulté à tenter de faire exister les disparus, en sachant qu'il demeurera toujours un vide. Rêver des morceaux de réalité, magnifique formule illustrant le paradoxe de la littérature. Je comprends, sous le ciel blanc parisien, qu'écrire est jouer avec le vide, le souligner, tenter de le nommer, de le mesurer, d'en souligner les contours. Accepter d'en chercher le sens en sachant que l'entreprise est vaine, essayer de le combler ou de lui donner une couleur en sachant qu'il demeurera. La littérature pourrait se cacher dans cet éternel écart, éternel balancement de l'adéquation à l'inadéquation de soi à soi, de soi au monde. Si je tentais pour vrai le renversement dont j'ai parlé plus tôt, si je tentais maintenant d'apprendre quelque chose en même temps que d'offrir un pan de ce que je fais ou de mes réflexions, je vous inviterais à fermer les yeux. On serait toujours ensemble sur le seuil de l'atelier, mais transportés dans un autre temps de l'écriture. Il y a un établi et des outils qui se confondent avec ma petite table de travail à Paris. Laissé de côté dans un angle reculé de l'établi, loin de la lampe de travail de mon père, il y a une liasse de papier. C'est le brouillon d'une pièce de théâtre intitulée « Les liens ». La pièce « Les liens » est une des phases qui a mené à Forêt contraire. La pièce contient la rencontre entre un homme d'âge mûr, au bagage trop lourd, et une jeune femme frivole, un peu inconsciente, un peu fofolle. La pièce imagine une sorte de rencontre absurde entre la mémoire et l'oubli.
l'homme chargé de souvenirs attiré par une jeune femme heureuse de tout oublier. Seul point commun révélé entre l'homme et la jeune femme, la révolte. Parce que l'état de veille, autant que le rêve, permet de passer d'un espace à un autre, de voyager d'un temps à un autre, depuis la salle obscure du théâtre, on a toujours les yeux fermés, on voit sur la scène un trottoir montréalais, la façade d'un immeuble, l'éclairage d'un lampadaire. C'est la nuit. Sur le côté droit, il y a un banc public et sur ce banc, une jeune femme, une vingtaine d'années. Elle porte une robe très légère dont on aperçoit la jupe, on dirait du tulle vaporeux qui dépasse d'un manteau plus sombre. Un rouge à lèvres très rouge. C'est peut-être l'automne. Non. On va dire, comme les enfants disent on va dire en jouant, que c'est le printemps, qui commence à faire doux. La jeune femme est agitée, elle a l'air d'attendre quelque chose. Un homme âgé apparaît. On va dire qu'il vient de quitter un bar. Il a le pas lourd, il titube un peu. Par je ne sais quelle attitude physique du comédien, on perçoit que l'homme est un peu ours et qu'il n'est pas très heureux. Il est devant sa porte et il cherche son trousseau de clés. Il ne trouve pas, il jure, il sacre. Il a vu la jeune femme, mais il a fermement décidé de l'ignorer. Il ne pense qu'à une chose, retrouver son lit pour disparaître dans le sommeil. Le personnage ne le sait pas encore, mais on va dire qu'il est sur le seuil d'une histoire. La jeune femme a l'air d'une poupée. Elle est écervelée en apparence, mais en réalité, ou plutôt dans la réalité du rêve qu'on se raconte, elle tire les ficelles d'une histoire. Dans un renversement idéal, poussé à l'extrême, nous pourrions écrire la suite ensemble. Comme d'une certaine façon, nous avons écrit ensemble ce qui précède. Mais dans le temps présent de cette conférence, contentons-nous de deviner qu'entre le vide du début de la pièce et celui qui demeure à la fin, il y a une faille pleine de malentendus et de contradictions. Il y a un écart où une drôle de liberté se déploie. Mais je laisse la liasse de papier dans l'angle et j'éteins la lampe de l'établi. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de quitter le seuil de l'atelier.